bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo lecture. Donc au début, quand j'ai créé cette petite chaîne, il y a maintenant pas loin de 2 ans je pense, j'avais établi une sorte de régularité, mais la régularité et moi c'est quand même deux choses assez opposées. J'ai énormément de difficultés à me plier à des habitudes comme ça. Il y a toujours un moment où il faut que j'en sorte et ça a été le cas assez rapidement. Donc vous avez maintenant pris l'habitude de voir que ces vidéos, elles apparaissent, elles disparaissent. J'en fais une, j'en fais pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'en refais, ben voilà, des fois j'en fais plusieurs à l'affilée. Là c'est le cas, la dernière que j'ai faite c'était il y a, je crois, même pas 1 semaine. Et donc voilà, ben nous allons tous ensemble nous habituer à ce rythme-là, qui est un non-rythme, qui sera au gré de l'inspiration que j'aurai pour vous lire des choses. Alors là, l'inspiration, aujourd'hui, c'est Georges Perec. Georges Perec, ça fait longtemps que j'ai envie de lire quelque chose de lui, et ce ne sera probablement pas le dernier texte que je lirai, parce qu'il y a tellement de choses chez lui que vous lire juste un petit morceau comme ça, il y aura largement de quoi alimenter d'autres lectures chez lui. Mais disons que voilà, pour commencer, j'avais envie de vous lire un petit texte relativement court qui permette d'entrer un peu dans cette écriture de Perec. Il y a un aspect dans l'écriture de Perec que je trouve fascinant, que j'appelle l'écriture en tiroir. Et donc on commence quelque part, puis de ce quelque part on est amené ailleurs. Cet ailleurs a lui-même une perspective vers un autre quelque part, qui nous amène vers un autre ailleurs. Et comme ça, de fil en aiguille, on part au bout du monde, en fait. C'est très présent chez lui, et c'est très présent notamment dans la vie de mode d'emploi. La vie de mode d'emploi que voilà, et qui est un livre complètement dingue. Donc ça fait à peu près 800 pages environ, voilà. Et vous voyez, sur la jaquette, on a, vous le verrez mieux si je le rapproche, voilà, c'est un dessin d'un auteur dont j'ai oublié le nom, qui était paru dans, je crois, le New Yorker dans les années 20, et qui montre un immeuble en coupe. Et Perec, à partir de ce dessin, s'est dit, je vais écrire la vie de tous les occupants d'un immeuble, appartement par appartement, chambre de bonne par chambre de bonne. Mais d'écrire la vie de personnes habitant dans des appartements, dans un immeuble, c'est aussi forcément d'écrire celle des gens de leur famille, des gens de leur environnement, de l'ensemble des choses qui les déterminent, qui font que leur vie est celle-ci et n'est pas la vie d'un autre ou d'une autre. Par conséquent, on est très vite amené très loin avec cette écriture en tiroir dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour les qui n'ont pas lu ce livre, vous êtes des chanceux, parce que vous avez encore devant vous ce pavé magnifique. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, j'espère que ce sera un plaisir pour vous de retrouver cette parole de Perec. Donc là, j'ai pris un passage qui me semble très représentatif justement de cette écriture à tiroir. C'est le chapitre 50 de La vie mode d'emploi. Donc vous allez voir, on commence par la visite d'un appartement et on va un petit peu ailleurs. Valène, pardon, excusez-moi, je suis parti là sur le chapitre 51. Donc revenons en arrière sur le chapitre 50. Valène, c'est une chambre de bonne. Nous, on va partir sur autre chose qu'une chambre de bonne, plutôt un appartement. Voilà. Foulreau 3. Foulreau 3, ça veut dire qu'on a déjà parlé de Madame Foulreau 2 fois avant celle-ci. Chapitre 50. La chambre, ou plutôt la future chambre, de Geneviève Foulreau. La pièce vient d'être repeinte. Le plafond est blanc mat, les murs laqués de blanc ivoire, le parquet à chevrons laqué de noir. Une ampoule nue au bout d'un fil a été partiellement dissimulée par un abat-jour de fortune fait d'une grande feuille de papier buvard rouge roulée en forme de cône. La pièce est entièrement vide de meubles. Un tableau de très grand format est posé, non encore accroché, contre le mur de droite et se reflète partiellement dans le miroir obscur du parquet.
Le tableau lui-même représente une chambre. Sur l'appui de la fenêtre, il y a un bocal de poisson rouge et un pot de réséda. Par la fenêtre grande ouverte, on aperçoit un paysage champêtre. Le ciel d'un bleu tendre, arrondi comme un dôme, s'appuie à l'horizon sur la dentelure des bois. Au premier plan, sur le bord de la route, une petite fille, nu-pied dans la poussière, fait paître des vaches. Plus loin, un peintre en blouse bleue travaille au pied d'un chêne avec sa boîte de couleurs sur les genoux. Tout au fond, miroite un lac sur les rives duquel se dresse une ville brumeuse, avec des maisons aux vérandas entassées les unes aux autres et des rues hautes dont les parapets à balustres dominent l'eau. Devant la fenêtre, un peu à gauche, un homme vêtu d'un uniforme de fantaisie. Pantalon blanc, veste d'indienne surchargée d'épaulettes, de plaques, de sabretaches, de brandebourgs, grande cape noire, bottes à éperon. Il est assis devant un écritoire rustique, une ancienne table d'école communale avec un trou pour l'encrier et un pupitre très légèrement incliné sur laquelle sont posées une carafe d'eau, un de ces verres appelés flûte, et un chandelier dont le socle est un admirable œuf d'ivoire serti d'argent. L'homme vient de recevoir une lettre et la lit avec une expression de complet abattement. Juste à gauche de la fenêtre, un téléphone mural est accroché et un peu plus à gauche encore, un tableau. Il représente un paysage de bord de mer, avec au premier plan une perdrix perchée sur la branche d'un arbre sec dont le tronc tordu et tourmenté jaillit d'un amas de rochers qui s'évase en une crique bouillonnante. Au loin sur la mer, une barque à voile triangulaire. À droite de la fenêtre, il y a un grand miroir, au cadre doré, dans lequel est supposée se refléter une scène qui aurait lieu dans le dos du personnage assis. 3 personnes sont debout, elles aussi déguisées, une femme et 2 hommes. La femme porte une longue robe sévère en laine grise et une coiffe de quakeresse et tient une jarre de pickle sous le bras. Un des hommes, un quadragénaire maigre à l'air anxieux, est vêtu d'un costume de bouffon du Moyen-Âge, avec un pourpoint divisé en longues pièces triangulaires alternativement rouges et jaunes, une marotte et un bonnet à grelots. L'autre homme, un genou à l'air fadasse, avec de rares cheveux jaunes et un air poupin, est déguisé en gros bébé, avec une culotte caoutchoutée gonflée de langes et de couches, des petites chaussettes blanches, des bottines vernies, un bavoir. Il suce cette sorte de hochet en celluloïde que les bébés se fourrent tout le temps dans la bouche et tient dans la main un biberon géant dont les graduations évoquent en termes familiers ou semi-argotiques les exploits ou fiascos amoureux censés correspondre aux quantités d'alcool absorbées. Viens, Poupoule, monte là-dessus, tu verras Montmartre, le pont de la rivière Quay, satisfait ou remboursé, reviens veux-tu, dodo l'enfant d'eau, extinction des feux, etc. L'auteur de ce tableau est le grand-père paternel de Geneviève, Louis Foulreau, davantage connu comme décorateur que comme peintre. Il est le seul membre de la famille Foulreau à ne pas avoir renié la jeune fille lorsque, voulant garder et élever son enfant, elle s'enfuit de chez elle. Louis Foulreau a pris à sa charge l'aménagement de l'appartement de sa petite-fille et apparemment, il a bien fait les choses. Les gros travaux sont terminés, la cuisine et la salle de bain sont prêtes, on en est aux peintures et aux finitions. Le tableau lui a été inspiré par un roman policier, L'assassinat des poissons rouges, dont la lecture lui procura un plaisir suffisant pour qu'il songe à en faire la matière d'un tableau qui rassemblerait en une scène unique presque tous les éléments de l'énigme. L'action se passe dans une région qui évoque assez bien les lacs italiens, non loin d'une ville imaginaire que l'auteur appelle Valdrade. Le narrateur est un peintre. Alors qu'il travaille dans la campagne, une petite bergère vient le trouver. Elle a entendu un grand cri provenant de la somptueuse villa récemment louée par un richissime diamantaire suisse nommé Oswald Zeitgeber. Accompagné de la petite fille, le peintre pénètre dans la maison et découvre la victime, le joaillier, vêtu d'un uniforme de fantaisie, foudroyé, électrocuté, à côté du téléphone. Au centre de la pièce se trouve un escabeau, et accroché à l'anneau du lustre, une corde se terminant par un nœud coulant. Les poissons rouges dans le bocal sont morts. L'inspecteur Valdemar, auquel le peintre narrateur sert complaisamment de confident, mène l'enquête. Il fouille consciencieusement chaque pièce de la villa.
fait procéder à plusieurs examens de laboratoire. C'est à l'intérieur du pupitre d'écolier que sont rassemblés les indices les plus révélateurs. On y trouve, petit a, une tarentule vivante. Petit b, la petite annonce concernant la location de la villa. Petit c, un programme pour un bal masqué donné le soir même du crime, avec la présence exceptionnelle du chanteur Mickey Malville. Et petit d, une enveloppe contenant une feuille blanche sur laquelle a simplement été collé l'entrefilet suivant provenant d'un quotidien africain. Bamako, AAP, 16 juin. Un charnier humain contenant les squelettes d'au moins 49 personnes a été découvert dans la région de Fouidra. D'après les premières études, il semble que les cadavres ont été ensevelis il y a 30 ans. Une enquête est en cours. 3 personnes ont ce jour-là rendu visite à Oswald Zeitgeber. Elles sont arrivées à peu près en même temps. Le peintre les a vues passer les unes après les autres à quelques minutes d'intervalle et sont reparties ensemble. Toutes 3 étaient déguisées à l'occasion du bal costumé. Elles furent identifiées rapidement et interrogées séparément. La première personne qui se présente est la dame Quakeress. Elle se nomme Madame Quaston. Elle prétend être venue se proposer comme femme de ménage, mais personne ne peut le confirmer. De plus, l'enquête ne tardera pas à révéler que sa fille était la femme de chambre de Madame Zeitgeber et qu'elle est morte noyée dans des circonstances imparfaitement élucidées. Le second visiteur est celui qui porte le costume de bouffon. Il se nomme Jarrier, c'est le propriétaire de la villa. Il est venu, dit-il, voir si son locataire était bien installé et lui faire signer un inventaire des meubles. Madame Quaston a assisté à leur entretien et peut confirmer ses dires. Elle ajoute qu'à peine arrivé, Jarrier a manqué s'étaler sur le parquet fraîchement ciré, s'est rattrapé à la fenêtre et a à moitié renversé le bocal de poisson rouge sur une carpette posée près du téléphone mural. Le troisième visiteur est le gros poupon. C'est le chanteur Mickey Malville. D'emblée, il avoue qu'il n'est autre que le gendre d'Oswald Zeitgeber et qu'il est venu pour lui emprunter de l'argent. Jarrier et Madame Quaston précisent tous deux qu'à peine le chanteur entré, le diamantaire les a priés de les laisser seuls. Un peu plus tard, il les a fait revenir, s'est excusé de ne pas les avoir accompagnés au bal, mais a promis de les rejoindre dès qu'il aurait donné quelques coups de téléphone urgents. Le peintre a revu passer les 3 masques et même, dit-il, les voyant s'avancer de front sur toute la largeur de la petite route, il n'a pu s'empêcher de ressentir une impression désagréable. 1 heure plus tard environ, la petite bergère a entendu crier. Les circonstances de la mort sont élucidées sans aucun problème. Il y avait une longue plaque d'acier sous la carpette. En allant téléphoner, Zeitgeber déclencha un court-circuit qui lui fut fatal. Seul Jarrier a pu installer cette plaque d'acier. Et l'on comprend aussitôt que c'est pour favoriser l'électrocution qu'il s'est arrangé, à peine entré, pour inonder d'eau la carpette. On découvre alors 2 détails plus significatifs encore. D'une part, c'est lui qui a fourni à Zeitgeber son déguisement pour le bal costumé, et les fers et les éperons des bottes et toutes les plaques métalliques de la veste devaient eux aussi assurer le passage du courant. D'autre part, et surtout, il a manipulé l'installation téléphonique pour que ce court-circuit mortel ne puisse se produire que si la victime, désignée par son déguisement même, Zeitgeber devenu ultraconducteur, composait un numéro particulier, celui du cabinet médical où Madame Jarrier exerçait. Confronté à ces preuves accablantes, Jarrier avoue presque tout de suite. D'une jalousie maladive, il s'est aperçu qu'Oswald Zeitgeber, dont le donjuanisme est bien connu dans toute la région, tourne autour de sa femme. Voulant en avoir le cœur net, il met au point ce dispositif homicide qui ne fonctionnera que si le bijoutier est effectivement coupable, c'est-à-dire s'il tente de téléphoner au cabinet médical. Même s'il apparaît que le mobile était sans doute imaginaire, Madame Jarrier pesant 150 kilos et l'expression tourner autour devant être prise ici au pied de la lettre, il n'empêche pas moins que Jarrier a prémédité cet assassinat. Il est inculpé, arrêté et incarcéré. Mais cela ne satisfait évidemment pas le détective ni le lecteur. Rien n'explique la mort des poissons rouges, ni la corde de pendu, ni la tarentule, ni l'enveloppe avec son entrefilet africain, ni l'ultime découverte de Waldemar. Une longue épingle, comme une épingle à chapeau, mais sans sa tête, que l'on découvre enfoncée dans le pot de réséda. Quant aux examens de laboratoire, ils apportent 2 révélations.
D'une part, que les poissons ont été empoisonnés à l'aide d'une substance à l'action ultra rapide, la fibrotoxine. D'autre part, qu'il y a à l'extrémité de l'épingle des traces d'un poison beaucoup plus lent, l'ergo-identoïne. Au terme de quelques péripéties secondaires, et après qu'ont été envisagées et écartées plusieurs fausses pistes suggérant la culpabilité de Madame Jarrier, de Madame Zeitgeber, du peintre, de la petite bergère et d'un des organisateurs du bal costumé, la solution perverse et polymorphe de ce casse-tête complaisant est enfin trouvée et permet à l'inspecteur Valdemar, au cours d'une de ses réunions sur les lieux mêmes du crime, en présence de tous les acteurs restés vivants, sans lesquels un roman policier ne serait pas un roman policier, de reconstituer brillamment toute l'affaire. Évidemment, tous les trois sont coupables et chacun est animé d'un mobile différent. Madame Quaston, dont la fille, poursuivie par le vieux débauché, fut contrainte de se jeter à l'eau pour sauvegarder son honneur, s'est présentée au diamantaire en se faisant passer pour une voyante et a entrepris de lui lire les lignes de la main. Elle en a profité pour le piquer avec son épingle enduite de ce poison dont elle savait qu'il mettrait un certain temps à agir. Puis elle a dissimulé l'aiguille dans le pot de réséda et placé la tarentule jusqu'alors cachée dans le bouchon de son bocal de pickles dans le pupitre. Elle savait que la piqûre de la tarentule provoque des réactions voisines de celles de son poison. Et tout en étant consciente que ce stratagème finirait par être dévoilé, pensait plutôt naïvement qu'il égarerait suffisamment longtemps les enquêteurs pour lui permettre de s'enfuir impunément. Mickey Malville, lui, le gendre de la victime, chanteur raté, criblé de dettes, incapable de faire face aux dépenses extravagantes de la fille du joaillier, une écervelée habituée aux yachts, aux Braisebrands, au caviar, savait que seule la mort de son beau-père pouvait le sauver d'une situation de jour en jour inextricable. Il a négligemment versé dans la carafe d'eau le contenu d'un petit flacon de fibrotoxine caché dans la tétine de son biberon géant. Mais le fin mot de cette affaire, son rebondissement final, son renversement ultime, sa révélation dernière, sa chute, est ailleurs. La lettre que lisait Oswald Zeitgeber signait son arrêt de mort. Ce charnier récemment découvert en Afrique, c'était tout ce qui restait d'un village révolté dont il avait fait tuer toute la population et qu'il avait fait raser avant d'aller piller un fabuleux cimetière d'éléphants. C'est de ce crime perpétré de sang-froid que provenait sa fortune colossale. L'homme qui lui envoyait cette lettre l'avait traqué pendant 20 ans, cherchant sans trêve les preuves de sa culpabilité. Il les détenait désormais, et la nouvelle paraîtrait dès le lendemain dans tous les journaux suisses. Zeitgeber en eut confirmation en téléphonant à ceux de ses collaborateurs qui avaient été ses complices dans cette vieille affaire et qui, comme lui, avaient reçu la lettre. À tous, le scandale ne laissait d'autre issue que la mort. Zeitgeber donc alla chercher un escabeau et une corde pour se pendre. Mais d'abord, peut-être avec le sentiment superstitieux qu'il lui fallait accomplir une bonne action avant de mourir, il vit que les poissons rouges manquaient d'eau et vida la carafe d'eau dans le bocal que Jarrier avait volontairement renversé en arrivant. Ensuite, il prépara sa corde. Mais déjà, les premiers symptômes de l'empoisonnement par l'ergo-identoïne, nausées, sueur froide, crampes d'estomac, palpitations, l'avaient assailli et plié en deux de douleur. Il appela la doctoresse, pas du tout parce qu'il était amoureux d'elle, en vérité c'était plutôt la petite bergère aux pieds nus qui lorgnait, mais pour lui demander secours. Un homme qui s'apprête à se suicider s'inquiète-t-il à ce point de brûlure d'estomac? L'auteur conscient de la question tient à préciser dans un post-scriptum que l'ergo-identoïne provoque, concurremment à ses effets toxiques, des effets psychiques pseudo-hallucinatoires, parmi lesquels de telles réactions ne seraient pas inconcevables. Voilà, c'est tout l'art de Georges Perec. On commence par la description simple d'une chambre dans un appartement qui vient d'être décoré et ça nous amène dans cette intrigue policière. Alors, j'ai cherché sur Internet si quelqu'un avait par hasard eu l'idée de peindre ce tableau. Déjà, j'ai cherché s'il existait, il n'existe pas, enfin à ma connaissance, je n'en ai pas trouvé. Et donc je trouve que ce serait une excellente idée, et je lance donc l'idée à
celles et ceux qui regardent cette vidéo et à mes amis dessinateurs, peintres, pourquoi pas? Pourquoi ne pas réaliser une toile de ce tableau des poissons rouges? En attendant, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Portez-vous bien en attendant et lisez.